Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de réaliser ensemble la première machine d'une série qui s'appelle Troll. Ces machines, on peut les trouver sur le site vulnub.com qui contient beaucoup de machines virtuelles qui ont été créées dans l'objectif d'apprendre un peu la cybersécurité, notamment le pentest. Ces trois machines sont connues pour préparer de façon assez efficace les candidats à la certification OSCP. Bon, on va commencer par la première d'entre elles. Donc vous connectez sur le site vulnub.com, on va prendre la Troll 1. Donc on nous propose plusieurs liens. Il faut savoir que certains de ces liens parfois ne fonctionnent plus, donc dans ce cas-là vous passez par les miroirs. Alors pour pas perdre trop de temps sur la vidéo, moi j'ai déjà téléchargé la machine Troll. Cette machine, vous voyez, c'est un fichier .rar, donc il va falloir qu'on en réalise l'extraction. Donc on va utiliser la commande nrar extract et puis le nom de l'archive que j'ai téléchargée. Voilà, donc la VM est en cours d'extraction. Là, on me demande si je dois écraser le fichier vmware.log. Donc, il doit déjà en exister un dans mon dossier. Je vais répondre non. Voilà, sur ces fichiers-là, je vais éviter de les écraser. Donc, j'ai réalisé l'extraction de cette VM qui, grosso modo, est constituée de ces fichiers-là. Et je vais les importer dans mon virtualiseur. Alors j'utilise VMware Workstation parce que c'est un virtualiseur qui permet de faire pas mal de petites choses. Maintenant, c'est vrai que ce virtualiseur est payant. Vous pouvez télécharger une version gratuite qui est VMware Player. VMware Player, lui, est gratuit. Vous avez aussi la possibilité d'installer VirtualBox, qui est un logiciel open source, ou bien d'utiliser directement KVM, qui est un virtualiseur inclus par défaut sur la plupart des distributions Linux. Donc, puisque j'ai tous les fichiers pour ma VM, ce que je vais faire simplement, c'est aller chercher le fichier troll VMX. J'ouvre. Alors ici, j'ai un certain nombre de paramètres. Je vais auditer cette machine depuis mon PC personnel. Donc je vais mettre cette machine sur un réseau à part, par exemple le VMnet 10. Seules les machines qui sont dans le réseau VMnet 10 pourront communiquer avec ma distribution Linux, mon PC personnel. Et cette machine, en tout cas, toutes les machines qui sont dans le VMnet 10 ne pourront pas communiquer avec les autres réseaux, par exemple le réseau local sur lequel est connecté mon ordinateur. Donc je le mets sur le VMnet 10, je ne vais rien changer de ce qui se trouve ici, la mémoire, le processeur, etc. Alors, si vous utilisez VMware Workstation et que vous faites comme moi, que vous le mettez dans le VMnet 10, il va falloir penser à régler un certain nombre de petits détails. Le VMnet 10, il faut savoir que souvent les machines ont besoin d'un serveur DHCP pour pouvoir avoir le réseau. Donc sur le VMnet 10, il faut bien que vous vérifiez que la fonctionnalité DHCP est activée ici, ce qui est le cas pour moi. Donc je suis sur un réseau où seule ma machine peut communiquer avec la machine Troll que je n'ai pas encore démarré, et ce réseau c'est le VMnet 10. Je vais démarrer la machine. Alors là, on me demande si j'ai déplacé cette machine virtuelle ou si je l'ai copiée. Alors je l'ai copiée. On me propose d'installer des outils VMware. Bon, c'est pas vraiment utile parce qu'on ne va pas prendre la main sur la machine directement dans VMware. Voilà, on va attendre que la VM démarre. Donc là j'ai un fail, mais c'est sur les fameux VMware Tools. Alors ce sont des outils qui permettent
faire des copier-coller d'une VM à une autre, etc. Bon, on n'en a franchement pas besoin pour ce que nous allons faire ici. Voilà, ça y est, la VM a démarré. Alors la première chose, c'est que quand je fais du pentest, il faut que j'ai un système de prise de notes dans lequel je viens consigner à peu près tout ce que je vais trouver. Alors moi j'ai tendance à utiliser un logiciel qui s'appelle Joplin pour prendre mes notes. C'est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger sur internet. Alors vous pouvez prendre vos notes en Markdown, ça peut vous les exporter en PDF, ça peut vous les synchroniser dans le cloud si vous avez les services qui vont bien. L'idée c'est de ne pas perdre d'informations lors de mon audit, donc j'ai créé une petite fiche qui s'appelle Troll et je vais consigner petit à petit ce que je trouve à l'intérieur de ce logiciel. Alors la première chose à faire, ça va être de trouver l'adresse IP de la machine Troll que je viens de lancer. Alors, si je regarde mes cartes réseau, le VMnet 10, il est sur le plan d'adressage 172.16.70/24. Donc je vais pouvoir faire un Nmap. Et je vais chercher, je vais faire un scan TCP. Donc je vais interroger les ports TCP les plus courants pour chaque adresse IP du réseau 172.16.70/24. Donc là, ce que va faire Nmap, c'est interroger tous les hôtes sur ce réseau-là. Et pour chaque hôte, il va essayer de tester un certain nombre de ports. Donc on trouve deux adresses IP. La première, c'est celle-ci, 172.16.7.1. Et en fait, c'est mon ordinateur. Hein, c'est l'ordinateur sur lequel je travaille. Ça, c'est la première adresse IP. Nmap m'a trouvé un deuxième ordinateur qui est 172.16.7.128. Et parmi la liste des ports les plus connus, il a déterminé que nous avions le port 21, le port 22 et le port 80 ouverts. Alors, il nous dit que c'est du FTP, du SSH et du HTTP. C'est pas forcément certain. Il faudrait utiliser un scan plus approfondi pour s'en assurer. Par défaut, le port 21 c'est FTP, le port 22 c'est SSH et le port 80 c'est HTTP. C'est du guessing là, hein. On n'a pas demandé à Nmap de nous garantir que c'est bien ces services-là qui sont derrière. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais copier ces informations et je vais les coller ici. Comme ça, je sais que j'ai 3 ports d'ouvert sur cette machine. Ça, c'est la première information, et l'adresse IP, c'est 172.16.7.128. Alors, ce que je pourrais faire, ce que je dois faire là, maintenant, c'est commencer à énumérer ce qu'il y a sur cette machine. Généralement, quand les personnes commencent à faire du pentest, elles rushent sur la première chose qu'elles trouvent. Et très souvent, on tombe en fait sur des choses trappes. Donc l'énumération va consister en fait un peu à essayer de faire le tour de ces 3 services, voir un petit peu ce qui se passe. Et une fois qu'on aura fait ce tour-là, on pourra aller un petit peu plus loin. Donc, on peut commencer, pour accélérer l'énumération, ce qu'on pourrait faire en fait, c'est utiliser un logiciel qui s'appelle Sparta. Alors, si vous ne l'avez pas installé, vous pouvez faire un sudo pacman-ss Sparta. Donc ça, c'est pour savoir si on trouve ce package-là sur les repositories de Arch Linux. Si vous êtes sur du Debian ou du Ubuntu, ce sera plutôt apt. Hein. Et ce que l'on voit, c'est que dans le repository Black Arch, qui est configuré sur ma machine, on trouve bien le logiciel Sparta. Et de toute façon, on me dit qu'il est installé. Alors, je vais vous présenter ce logiciel rapidement.
Voilà, Sparta, c'est une interface graphique qui nous permet en fait d'automatiser un petit peu la phase d'énumération. Alors on a vu que l'adresse IP c'est 172.16.7.128 et on va lancer un scan sur cette machine avec cet outil qui va faire pas mal de petites choses. Voilà, donc il nous a interrogé le port 21 et Nmap m'avait dit que c'était du FTP et on a la confirmation que c'est du FTP. On a même récupéré la version du FTP qu'il y a, CVS FTPD version 3.0.2. Même chose pour SSH, on est sur du OpenSSH en version 6.6.1 P1. Et puis, pour le port 80, c'est bien un serveur HTTP et nous aurions Apache d'installer dessus. Donc ce logiciel fait pas mal de petites choses. On va trouver notamment, il a utilisé un outil qui s'appelle Nikto. Et cet outil, il va rechercher un certain nombre de vulnérabilités sur le serveur. Alors par exemple, Nikto me dit que il a trouvé une entrée qui s'appelle secret dans un fichier qui s'appelle robot.txt. Donc ça c'est une information importante. Donc je vais la copier et je vais la coller ici. Donc effectivement j'ai ce dossier secret qui m'est à nouveau répété. Donc là on a un fichier readme dans icons. Peut-être il faudra aller voir aussi à l'intérieur. C'est à peu près tout ce que nous a trouvé Nikto. Si je regarde pour le service FTP ce qu'on peut trouver, eh bien, ce que l'outil me dit, c'est que visiblement, il est possible de se connecter avec un identifiant Anonymous sur le service FTP. Donc, je vais copier également ça. Ici, si ça va bien. Ça va pas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des screenshots. Là, il semble que ça n'ait pas fonctionné. Ces screenshots, c'est généralement des petites captures d'écran qui sont faites directement sur le serveur. Voilà, donc j'ai fait le tour un peu des services. Je sais que j'ai un robot.txt et qu'à l'intérieur on me parle d'un dossier secret. Et je sais que je peux me connecter au service FTP en Anonymous. Alors si je vais sur 172.16.7.128, je me retrouve devant effectivement une petite image. Une des premières choses qu'on pourrait penser à faire, c'est regarder le code source de la page. Et le code source de la page, là, c'est juste, il n'y a rien de spécial, on affiche juste une image. Alors, moi, ce qui m'intéresse, là, je vais faire un petit dossier que je vais appeler troll. Il existait déjà, donc on va faire comme ça, c'est des trolls. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer cette image. Donc je vais récupérer 172.16.7.128/hacker.jpg. Donc wget, c'est une commande qui me permet en fait de faire une requête qui me permet de récupérer le fichier. Donc voilà, le fichier, il a été récupéré dans le dossier troll. Et je vais utiliser une commande qui s'appelle strings. La commande strings, c'est une commande sous Linux qui permet de regarder tous les chaînes de caractères, de prendre connaissance de toutes les chaînes de caractères que l'on pourrait trouver dans un fichier. Ça peut être une image, ça peut être un programme exécutable. Alors pourquoi je fais ça? C'est que de temps en temps, on trouve des informations importantes. Donc je vais piper
le résultat à la sortie de la commande strings vers la commande less pour pouvoir l'analyser de façon un peu plus détaillée. Alors, pour le moment, je vois rien de très intéressant. Voilà, je suis arrivé jusqu'en bas, j'ai rien trouvé d'intéressant. Donc je retourne dans Joplin. Je vais noter que dans Hacker JPG, pas d'infos avec strings. On nous a parlé tout à l'heure d'un fichier qui s'appelait robot.txt. Et effectivement, dans robot.txt, j'ai un dossier qui s'appelle secret. Donc on va aller regarder ce que nous avons dans le dossier secret. Et j'ai à nouveau une nouvelle image. Si j'affiche le code source de la page, il n'y a rien de particulier. Je apprends juste que l'image s'appelle troll.jpg. Donc je vais faire la même chose, c'est-à-dire récupérer cette image. Elle est dans le dossier secret et elle s'appelle troll.jpg. Je vais à nouveau utiliser la commande strings et regarder à l'intérieur de cette image si je vois quelque chose. Donc à nouveau, il n'y a rien de très particulier. Ok. Bon, jusqu'à maintenant, on n'a pas trop avancé. On a trouvé juste un fameux dossier avec pas grand-chose dedans. Alors, on a vu aussi tout à l'heure qu'il est possible de se connecter sans mot de passe à ce serveur. Donc, je vais utiliser la commande FTP. Je vais agrandir un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Donc, je vais utiliser la commande FTP vers 172.16.7.128. Je vais mettre un peu n'importe quoi. Voilà, et je suis connecté au serveur. Effectivement, il n'y avait pas de protection particulière. N'importe qui peut se connecter à ce serveur. Alors on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur du serveur. Et nous avons un fichier qui s'appelle lol.pickup. Alors on va récupérer ce fichier. Voilà, ça c'est fait. Et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ce fichier. C'est la commande kit. Voilà. Alors, il y a plusieurs façons de regarder les fichiers PCAP. Les fichiers PCAP, ce sont des traces réseau. C'est les traces de ce qu'une machine a pu faire sur le réseau, que ce soit des informations qu'elle a envoyées ou des informations qu'elle a reçues. Généralement, quand on ne veut pas se fatiguer, on ouvre ce genre de fichier avec le logiciel Wireshark. On peut aussi analyser un peu ce qu'il y a à l'intérieur avec une commande qui s'appelle tcpdump. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser l'option "-n". Donc l'option "-n", c'est pour lire un fichier. Ensuite, on va essayer d'afficher un horodatage. Donc là, si je mets 4 fois T, ça va faire heure, minute, seconde, précédé de la date sur chaque ligne. On va mettre un grand A. Le grand A, ça permet d'afficher tous les paquets. Et puis, on va lire. Alors, excusez-moi, le N, c'est pour ne pas résoudre les noms de domaine. Hein, c'est quand j'ai une adresse IP. Par défaut, tcpdump va essayer de résoudre l'adresse IP en un nom de domaine. Donc N, c'est pour ne pas résoudre les noms de domaine. Et l'option R, c'est pour lire un fichier. Donc là, je vais lire mon fichier lol.pickup. Voilà, donc on a un certain nombre de choses qui se sont passées. Je vais agrandir un peu la fenêtre. Donc on voit en fait effectivement un horodatage, heure, minute, seconde,
avec l'adresse IP source et l'adresse IP destination. Donc là, visiblement, au premier coup d'œil, on a l'impression que quelqu'un s'est connecté sur un serveur FTP, hein, on le voit ici. On a l'empreinte du serveur FTP qui est VSFTPD version 3.0.2, un utilisateur qui s'est connecté en Anonymous. Le serveur a répondu donne-moi un mot de passe, l'utilisateur a répondu password, le serveur a laissé passer l'utilisateur. Et puis, si on regarde un petit peu plus bas, il semblerait que l'utilisateur a fait un certain nombre de choses. Il a essayé d'obtenir la liste des éléments qu'il y avait sur le serveur. Et là, on a un fichier qui s'appelle secretstuff.txt qui a été renvoyé. Donc je vais coller ça quelque part dans mon Joplin. Analyse de la trace pcap, donc elle s'appelle lol.pcap. J'ai trouvé un secretstuff.txt. Voilà, donc là c'est à peu près tout ce qu'a affiché la commande. Et puis voilà, là on voit que l'utilisateur a essayé de récupérer le fichier secretstuff.txt. Le seul problème que j'ai actuellement, c'est que secretstuff.txt, moi je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu lorsque j'ai fait un dir sur le service FTP. Et puis, j'ai aussi une indication ici qui est You almost found the super secret dir lol. Donc, je vais copier aussi cette information et je vais la coller là. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre il n'y a rien de plus intéressant, j'ai l'impression, là-dedans. Voilà, on est à nouveau avec le secret stuff. Voilà, donc ils nous ont mis plusieurs fois la même information, je pense que c'est pour nous mettre un peu sur la piste. Alors, ce que je peux essayer de faire maintenant, c'est voir si je trouve ce fichier sur le serveur. Donc je peux essayer de différentes façons, hein. Je peux essayer comme ça. Donc secret stuff, on ne le trouve pas. Si je vais dans secret stuff non plus. Par contre, on nous a parlé d'un dossier qui s'appelait super secret dir lol. Donc on va éventuellement essayer d'aller voir si ce dossier existe. Et il existe. Donc nous avons un fichier ici qui pèse 7 kg dans le dossier super secret dir lol. Copier. Je vais récupérer ce fichier. Donc je fais à nouveau un wget et le fichier s'appelle roflmao. Voilà, j'ai récupéré ce fichier. Je vais utiliser la commande file pour savoir ce qu'est ce type de fichier. Apparemment, c'est un exécutable Linux. Alors pourquoi je le sais, c'est parce que c'est écrit là, c'est au format ELF. Donc ça, c'est le format des fichiers exécutables Linux, c'est du 32 bits. Je peux essayer de faire strings sur ce fameux fichier pour voir les chaînes de caractères qui seraient inclus dans ce fichier. Donc on va voir un certain nombre de choses. Alors forcément, je vais savoir que je vais avoir les bibliothèques de fonctions avec lesquelles sont liées, les fonctions qui sont éventuellement appelées,
dans ces bibliothèques. Là, j'ai une chaîne de caractères qui n'est pas quelque chose de standard, c'est une chaîne de caractères qui est inclue dans le programme, qui dit find address 0x08566bf. Donc ça, c'est une info qu'il faudrait que je garde dans un coin. Donc ça, c'est un file sur ROFLMAO qui me donne cette information. Bon, tout le reste, ce sont des symboles de mon programme. Il n'y a rien de plus intéressant pour le moment là-dedans. C'est un peu dangereux d'exécuter des programmes sur son propre système d'exploitation quand on ne sait pas ce qu'ils font. Donc si je peux éviter de le faire pour le moment, je vais le faire. Je vais donc éviter de lancer ça. Ce qu'il faudrait faire là, c'est avoir une machine virtuelle à part, essayer d'exécuter le programme dedans. Là, je suis un peu frileux de lancer ce programme exécutable sur ma machine. Si ça se trouve, ça efface tout et je serais bien ennuyé. Donc, si je récapitule aujourd'hui ce que j'ai ce fichier que j'ai toujours pas trouvé, je sais pas où il est. Et je viens de récupérer un fichier qui s'appelle ROFLMAO et à l'intérieur de ce programme, il y a une chaîne de caractères qui dit find address 0x0856bf. Alors ça me fait penser à une adresse mémoire, ça. Peut-être qu'il faudrait exécuter le programme pour aller plus loin, mais j'ai pas envie de faire ça maintenant. Ça sera une possibilité si jamais j'arrive pas à aller plus loin. Alors comme depuis tout à l'heure on tourne sur des dossiers, le premier coup c'était le dossier secret, le deuxième coup c'était le dossier super secret dir lol, je peux peut-être me dire que ça, 0x0856bf, c'est un dossier. Donc c'était 0x0856bf, 0x0856bf, voilà. Alors effectivement, c'est aussi un dossier. Et dans ce dossier, j'ai deux autres sous-dossiers. Donc je vais consigner ça dans mon Joplin. Hop. Et à l'intérieur, j'ai good luck et this folder contains the password. Donc si je vais dans good luck, j'ai which one lol. Je vais récupérer ce fichier avec mon wget parce que peut-être qu'il va me servir. Donc je vais faire un wget copier wget. Voilà, j'ai récupéré ce fichier. Donc là, c'est soit des utilisateurs, soit des mots de passe. Et on me dit que c'est pas celui-là en tout cas. Et si je reviens en arrière, on a un dossier qui est this folder contains the password. Donc si je regarde là, il n'y a pas grand chose en fait. Parce que dans le fichier pass.txt, il y a juste écrit good job. Alors c'est peut-être le mot de passe. Peut-être pas, j'en sais rien. Donc je vais récupérer ce fichier aussi. On a une liste, celle-ci, qui est peut-être des noms d'utilisateurs. A priori, c'est des noms d'utilisateurs. Et un autre dossier dans lequel on aurait un password. Donc là, ce qu'il faudrait essayer de faire, peut-être, c'est se connecter en SSH, puisque finalement, on a fait à peu près le tour du port HTTP. Pour le moment, on n'a pas trouvé plus.
Dans le serveur FTP, on a trouvé un seul fichier qui était une trace PCAP, et le seul port qu'on n'a pas encore vraiment audité, là, c'est le service SSH. Donc si je me connecte en SSH sur 172.16.7.128, on va forcément me demander un mot de passe. Donc ce que je pourrais faire, c'est venir ici. Alors peut-être faire maleus 172.16.7.128. Et le mot de passe, c'est censé être good job. Si je viens ici, en tout cas, c'est ce que je comprends, c'est que le mot de passe, ce serait ça. On va voir si ça fonctionne. Permission denied. Donc, ce qu'il faudrait peut-être que je fasse, c'est essayer tour à tour tous ces identifiants qu'on me propose. Ça risque d'être un petit peu long. Donc je peux essayer de faire autrement en utilisant le logiciel Hydra. Alors actuellement j'ai un fichier pass.txt qui serait le password, et j'ai un fichier qui s'appelle whichonelol.txt qui serait en fait une liste d'utilisateurs. Donc ce que je vais faire, je vais renommer whichonelol en users.txt. Voilà. Et je vais utiliser le logiciel Hydra pour attaquer l'authentification. Alors, le logiciel Hydra, il va prendre tour à tour tous les utilisateurs qui sont dans mon fichier user.txt, qui était en fait avant le whichonelol.txt, et puis tous les mots de passe qui sont dans le fichier pass.txt. Il va essayer de s'authentifier tour à tour avec toutes ces combinaisons possibles. Alors, sur quelle adresse IP? C'est 172.16.7.128. Et ensuite, il faut préciser sur quel service. Donc, le service, c'est SSH. Voilà. Donc, visiblement, il a réussi à se connecter avec l'utilisateur overflow et le mot de passe pass.txt. On va le laisser terminer, mais je pense que on a déjà un premier positif. Donc, on va utiliser le service SSH avec l'utilisateur overflow sur l'adresse IP 172.16.7.128. Et là, on me dit connexion refused. Alors, visiblement, c'est pas la bonne porte d'entrée. Pourtant, si je fais test arrobase, on me demande un mot de passe. Et si je fais overflow, là on me demande un mot de passe. Donc je vais mettre pass.txt. Et là je suis connecté. Donc je pense que c'est parce que la session était encore ouverte. Ok, donc j'ai réussi à me connecter au service FTP. Donc ce que je peux faire, là je suis connecté sur la ligne de commande de la machine, je peux faire un ls, effectivement je vois l'arborescence du système de fichiers, je peux faire with UMI
et je suis bien l'utilisateur Overflow. Euh, donc ce que je peux faire peut-être c'est afficher etc passwd. Alors j'ai un certain nombre d'utilisateurs, hein. J'ai Visitor, j'ai WYT Shadow, j'ai un certain nombre d'utilisateurs. Effectivement Malleus existe, mais il n'avait peut-être pas le droit de se connecter. J'ai un utilisateur qui s'appelle Troll. Voilà, il y a un certain nombre d'utilisateurs euh, que j'ai vu en fait dans ma liste d'utilisateurs, mais que je ne vois pas ici. Euh, Généralement, sur ces machines, ce qu'on essaie de faire, c'est de devenir super utilisateur. Euh, alors, la première chose qu'on peut essayer de faire, c'est un sudo su pour devenir super utilisateur. Et on me dit que Overflow ne fait pas partie de la liste des sudoers et que cet incident va être remonté au système. Bon, donc là il va falloir que je trouve un moyen d'élever mes droits pour devenir le super utilisateur root. Alors, il y a plusieurs approches sur ce genre de choses-là. Une des premières approches, c'est de voir si on pourrait trouver un exploit déjà existant pour la machine sur laquelle je suis. Donc quand j'utilise uname-a, j'ai la version de Linux sur cette machine. Là, je suis sur la 3.13.0.32. Peut-être qu'il existe en fait un exploit pour ce type de machine. Donc là, vous voyez que la machine m'a déconnecté parce que visiblement, elle ne veut pas me laisser trop de temps connecté. Donc, ce que je vais faire, c'est essayer de trouver un exploit existant pour cette version de Linux. Donc uname-a, j'ai cette version-là. Et le sudo su est impossible. Alors, maintenant ce que je vais faire, je vais chercher avec l'outil searchploit si j'ai sur mon disque dur un exploit pour la version 3.13 du noyau Linux. Et ce que j'essaye de faire, c'est d'élever mes droits. Donc je vais chercher des exploits de type privilege escalation, élévation de droits. Donc j'ai un certain nombre de choses. Je vous rappelle que je suis sur un noyau 3.13, donc là ceux-là sont visiblement éligibles. J'ai aussi un certain nombre de privilèges là, d'exploits qui peuvent correspondre en fait à ce que je cherche à faire, à savoir élever mes droits. Alors il y en a peut-être un là-dedans qui fonctionne. On pourrait les essayer tous un par un. Celui-ci aurait des chances de fonctionner pour plusieurs raisons. C'est que tout à l'heure, on a vu dans l'empreinte qui nous disait que c'était à la base d'un noyau Ubuntu. On retrouve ce noyau ici. C'est le premier dans la liste où je vois aussi afficher du Ubuntu. Donc je vais essayer d'utiliser cet exploit-là. Donc là, ça finit par un point C. Donc manifestement, c'est du code en langage C. Je vais récupérer cet exploit et je vais essayer de l'envoyer sur le serveur. Alors, comment je vais faire ça? Alors déjà, il faudrait que je trouve où se situe l'exploit numéro 37292.c. Alors, je pourrais faire un sudo find / name 32.792.c. Et pour tous les messages
d'erreurs éventuelles, les dossiers dans lesquels j'ai pas le droit de rentrer, je les renvoie vers DevNull. Hein, et donc c'était bien le 37, ah c'est 37 292. C'est pas ce que j'ai écrit, 37 292. Voilà, je vais chercher si je trouve ce fichier. Alors après, voilà, on l'a trouvé très rapidement. Il est dans OPT exploitdb, exploit Linux local. Et là, on nous disait bien que c'était dans Linux local. Donc après, il fallait savoir que ces exploits sont rangés dans OPT exploitdb exploits. Alors, moi, c'est déjà installé. Si vous utilisez des Kali Linux, normalement, vous devriez pouvoir trouver ces exploits-là aussi. Je travaille sur une distribution Arch Linux et j'ai installé la plupart des outils du repository Black Arch Linux sur mon ordinateur. Normalement, si vous faites les mêmes opérations avec une VM Kali, vous devriez avoir à peu près le même résultat. Donc ce que je vais faire, je vais copier cet exploit dans SRV HTTP. C'est l'endroit où le service Apache va chercher les fichiers. Donc je vais recopier ce fichier 37292.c dans mon serveur HTTP qui est sur ma machine à moi. Sur les distributions Debian, les Kali Linux, ça sera plutôt dans var World Wide Web, var World Wide Web HTML. Sous les distribs Arch, c'est SRV HTTP. Donc j'ai ce fichier là. Maintenant je vais vérifier que mon service HTTP soit lancé. Il est lancé. Et je vais revenir en SSH sur la machine Linux. Et je vais récupérer tout simplement ce fichier 37292 avec un wget. Mais depuis tout à l'heure, je faisais des wget depuis ma machine vers la machine troll. Et là, c'est depuis la machine troll que je vais faire un wget vers ma machine à moi. Donc, on va se reconnecter avec Overflow, avec pax.txt, et je vais faire un wget sur la machine http 172.16.7.1 qui est l'adresse IP, on l'avait vu tout à l'heure, de ma propre machine. Et le fichier que je cherche à récupérer, c'est le 37292.c. Alors là, par contre, avant de faire ça, il faudrait peut-être que je me change de dossier. Je vais aller dans le dossier TMP, voilà, et je vais refaire mon wget, parce que sinon, je n'aurai pas les droits pour écrire. Normalement, tout le monde a le droit d'écrire dans /tmp. Donc, ce qui n'est pas le cas, la racine du système de fichiers 172.16.7.1 slash et donc c'était 37292.c. Ok, j'ai récupéré ce fichier, il est bien là. Alors maintenant, je vais regarder l'entête, vérifier que c'est bien fichier C quand même, 37292.c. Voilà, c'est bien le cas. C'est pour différentes versions du kernel Ubuntu 12, 14, 14.10, 15.04. Et je vais compiler ce fichier en espérant que GCC soit installé. GCC, c'est le compilateur C de référence sur les distributions Linux. Donc je cherche à compiler ce fichier. Et en sortie, ce fichier s'appellera exploit. Voilà. J'ai une petite erreur. Il n'a pas trouvé le fichier. C'est bizarre. 37292.c. Il n'est plus là, mon truc. Je sais pas si j'ai pas. Non. Alors, apparemment, il y a quand même un truc. C'est que j'ai l'impression qu'il y a un timer qui doit me supprimer les fichiers. C'est assez embêtant ça. 37292.c.
Voilà, j'ai bien sauvé. Je fais un GCC de 37.292.c et en sortie, le fichier s'appellera exploit. Je vais lancer le fichier exploit qui normalement maintenant est créé. Voilà, et regardez, j'ai un petit dièse maintenant. Et sous Linux, ce petit dièse, ça m'indique en général que je suis le super utilisateur, ce que je vais vérifier immédiatement. Je suis bien root, bravo. Donc maintenant, j'ai élevé mes privilèges. Donc si je vais dans cd/root et que je fais ls, j'ai un proof.txt, et si j'affiche ce proof.txt, voilà, j'ai un petit message qui me dit good job, you did it. Alors, c'est une des façons de résoudre cette machine. Il y en a très probablement beaucoup d'autres. On pourrait essayer tous les exploits qu'on a vus. On pourrait essayer de faire sauter la condition là, qui nous éjecte du SSH au bout de X minutes. Essayer de comprendre pourquoi mon fichier 37.292.c a disparu. Donc, il y a très probablement un job cron qui fait ça. Mais en tout cas, on a réussi, on a énuméré les services qu'il y avait sur notre machine. Il y avait 3 services, un service FTP, SSH et HTTP. On a fait le tour du HTTP en regardant le code source à chaque fois, en regardant si on trouvait des informations cachées dans les images. Et là, ça a été négatif. On a trouvé un dossier secret grâce à robot.txt. Dans ce dossier secret, eh bien, il y avait une image qui s'appelait Hacker JPG, mais c'était une fausse piste, ça ne nous emmenait à rien. Alors, une fois qu'on a fait le tour du HTTP, on est entré en FTP parce que Spartan nous avait dit qu'on pouvait se connecter en anonyme, on aurait pu le tester à la main aussi. Sur ce serveur FTP, on a trouvé un lol.pickup. Dans ce lol.pickup, on a trouvé un secretstuff.txt. On n'a pas trouvé ce fichier avec on aurait dû utiliser un find pour voir s'il était quelque part sur le serveur, pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et en regardant un peu mieux la trace pcap, il y avait un super secret dir lol aussi qu'on est allé voir. Dans ce super secret dir lol, nous avions un fichier exécutable que j'ai refusé d'exécuter parce que je ne sais pas trop ce qu'il fait. Et en utilisant la commande strings et pas file, c'était strings, j'ai trouvé une chaîne de caractères qui dit find address 0x0856bf. Bon, on a fait un peu de guessing parce que jusqu'à maintenant on travaillait sur de la découverte de dossiers. On est allé voir dans ce dossier. Voilà. Et puis dans ce dossier, on a trouvé des listes d'utilisateurs et un mot de passe qui nous a permis de faire le tour du dernier service, le fameux service SSH. On s'est connecté avec notre fameux utilisateur Overflow. Et puis, pour terminer, on a utilisé un exploit qui correspondait au noyau de la distribution Linux. On a copié cet exploit sur le serveur HTTP de ma propre machine. J'ai récupéré ce fichier .c, cet exploit, avec la commande de wget depuis la machine troll en SSH. J'ai compilé cet exploit, je l'ai exécuté, je suis devenu root, donc finalement j'ai atteint l'objectif, et puis en général il y a toujours un petit flag caché quelque part dans le dossier de l'utilisateur, et on a affiché ce flag. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt.